À propos du traitement des documents d'histoire, l'étude des textes de la page 10 à la page 45 de votre manuel nous permet d'avancer les principes suivants. Premier principe. Informer sur un événement ou un fait historique, c'est dire en quoi il a consisté, quand il s'est déroulé et qui y a participé. Les exemples nous sont donnés par les textes de la page 10, de la page 11 et de la page 12. Histoire de la Coupe du Monde, brève histoire de l'informatique, la colonisation française. Le deuxième principe est le suivant. Le texte d'histoire est à visée informative. Le scripteur n'apparaît pas dans le récit. Il s'efface au profit de l'événement et des personnages. De ce fait, le discours est objectivé. En d'autres termes, il est rendu objectif. Troisième principe, l'historien, pour informer d'un fait, l'expliquer ou l'analyser, s'appuie sur des documents statistiques, documents d'archives et autres textes. Cela lui permet de relater un fait ou un événement d'histoire en essayant d'être le plus objectif possible. L'exemple nous est donné par le texte de la page 20, la population urbaine. Autre principe, le témoin d'un événement historique rapporte des faits vécus. Il peut aussi exprimer à travers son témoignage ce qu'il a ressenti et comment il a réagi face aux événements. De narrateur, il devient acteur, c'est-à-dire personnage de son propre récit. Et de ce fait, son discours n'est plus neutre. Le je et le nous, pronoms personnels, sont des indices d'énonciation qui explicitent dans le discours développé ce que n'a pas d'objectivité, le discours de celui qui relate les faits. Texte d'exemple, histoire du 8 mai 45 à la page 30, le 1er novembre 1954 à Khanchia, page 33. Autre exemple, lorsqu'il relate un événement historique, le narrateur peut, même d'une manière implicite, c'est-à-dire le contraire de ce qui est explicite, même lorsqu'il ne dit pas ce qu'il pense, il exprime malgré tout un point de vue, une prise de position. Et qui va nous révéler cela, sinon les champs lexicaux. L'étude des champs lexicaux va nous permettre de déceler l'intention réelle du narrateur. Nous prenons par exemple le texte de la page 30.
Il y a dans ce texte intitulé Histoire du 8 mai 45, répression sanglante dans le nord constantinois, deux champs lexicaux qui se côtoient. Le premier champ lexical est celui de la paix, de l'ordre. Et je cite, suivez avec moi dans notre livre. À l'exemple du 1er mai, les manifestations eurent un caractère pacifique. Et partout où les forces de police ne s'interposaient pas, tout se déroula dans l'ordre et le calme absolu. Mais dès le 3e paragraphe, vous allez voir qu'il y a un deuxième champ lexical, celui de la répression sanglote. Celui de ce cas de tragique, cet événement. Autre principe. Le témoin peut introduire dans sa narration une description morale des personnes avec qui il a vécu l'événement. L'exemple nous est fourni dans les textes de la page 33 et celui de la page 35, femme algérienne dans le camp. Ici, il y a des témoignages à la première personne. Nous, me, je. Le témoin donc peut introduire dans sa narration une description morale des personnes avec qui il a vécu en donnant, bien sûr, sa vision de l'autre, sa manière de le percevoir. Et là, les indices d'énonciation sont, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les pronoms personnels, je, nous, me, etc. Autre principe, un événement historique se déroule dans un contexte national et international. Il a donc tant sur le plan national que sur le plan international des causes et des conséquences que l'analyse des textes doit mettre en évidence. Voilà, à tout de suite.